Merci Philippe de m'avoir invité, mais alors vraiment, après tout ce que tu as dit, je n'ose pas parler parce que. Alors je peux d'abord. Oui, moi j'ai mis entre du col à la peau les guillemets parce que c'est un titre qui m'a été imposé. Je me serais contenté de la peau. Et le col, bien que j'y ai consacré pas mal de temps, va m'entraîner dans les digressions que j'espère maîtriser pour finir à un moment, à une heure à peu près acceptable. Alors, pardon, mais il faut que bon, peut-être que j'arrive. Voilà. Alors, un mot quand même, puisque je suis censé vous parler des papillomavirus, mais pour dire qu'il y a quand même, et vous le savez, beaucoup de virus susceptibles d'infecter des épithéliums stratifiés de la peau et des muqueuses, parce que Philippe n'a parlé que de la peau. Moi, je serais obligé de vous parler des muqueuses pour les stratifier. En général, ce sont des virus lytiques qui provoquent des éruptions, des vésicules. J'ai donné quelques exemples que vous connaissez. Les Coxsackie, des virus ARN, la rougeole, bien entendu, la rubéole, des virus ADN, bon, les herpès, l'herpès de la cutanée ou l'herpès génital, la varicelle, le Dona. Et puis, dans les poxvirus, la variole. J'aurais pu mentionner le sida, puisque ceux de Langerhans et ceux dendritique sont la porte d'entrée du virus. J'aurais pu parler aussi des virus qui sont introduits dans la peau par les arthropodes vecteurs, qui n'injectent pas seulement des virus, mais aussi des parasites. Je me contenterai de vous parler de virus non lytiques qui, eux, ne savent faire qu'une chose, c'est qu'infecter l'épiderme. Donc ce sont en quelque sorte des outils pour disséquer un peu les fonctions de barrière de l'épiderme. Alors, il y en a un qui est très intéressant, c'est le virus du molluscum contagiosum, qui est un poxvirus qui est très peu travaillé. Mais, et puis il y a les papillomavirus dont je vais essayer de vous parler en essayant de ne pas faire des redites, mais enfin c'est formidable d'avoir pu entendre Philippe avant. Non, alors si je vais dans le bon sens, on gagnera du temps. Alors, ces virus, ce sont des virus qui 55 nanomètres, sans enveloppe, 72 capsomères. Là, ce que vous voyez essentiellement, des capsomères formés par ce qu'on verra, la molécule, la protéine L1. Est-ce que je peux? Pardon, je n'ai pas vu le caméraman, je ne pensais pas. Bien, alors j'ai un rappel à l'ordre, ça commence bien. Bon, la protéine L1, puis au centre, la protéine 2 mineure, qui n'est pas exposée à la surface des virions. Vous voyez, donc c'est une structure très simple. Et si on est un peu plus dans le détail, parce qu'il faut, décidément, il faut savoir que ce sont des virus à ADN, dont le génome est une molécule d'ADN circulaire d'environ 8000 paires de bases. Alors, c'est là où commence le problème, c'est qu'actuellement, il y a 124 types HPV1, HPV124, qui sont regroupés dans 5 genres, et dans les genres, il y a de nombreuses espèces, et au sein des espèces, il y a des types. Alors, ce n'est pas de la sémantique. Il faut savoir qu'entre deux genres différents, le degré d'homologie de séquence est inférieur à 60%. Entre deux espèces, le degré d'homologie de séquence entre les génomes est compris entre 60 et 70%. Les types, c'est entre 71 et 89%, et au-delà de 90%, bon, vous avez des variants, des sous-types. Donc vous voyez, c'est un monde des papillomavirus, et ça explique que le sujet soit du col à la peau, parce qu'il y a quoi occuper pas mal de place avec tout cela. Tous ces virus ont une organisation génétique similaire, mais pas identique, et heureusement, ça permettra de vous dire des choses un peu originales. Ce sont des virus strictement épithéliotropes, ils n'infectent que les épithéliomioles malpighiens stratifiés, par définition, c'est un pléonasme. Ils provoquent des proliférations bénignes des kératinocytes. Leur réplication est couplée à la différenciation des kératinocytes, comme vous venez de voir l'illustration. Ils ont tous en commun la capacité d'induire la machinerie de synthèse de l'ADN dans des cellules repos ou en différenciation. Je n'ai pas mis là, mais le corollaire de tout ça, c'est qu'on ne les cultive pas aisément dans les cellules en culture. Il n'y a pas de méthode de routine de leur culture, ce qui explique que ces virus sont difficiles à travailler et que toute la virologie de ces virus, c'est la biologie moléculaire. On détecte des séquences, on détecte des transcrits, mais on ne cultive pas. Et pourquoi ils sont intéressants? C'est parce que certains de ces virus ont un potentiel oncogène. Je y reviendrai dans un instant rapidement.
Alors bon, simplement pour vous dire que ça c'est, je ne sais pas si on voit très bien, mais ça c'est le genre alpha papillomavirus où on trouve essentiellement des virus génitaux, et en particulier en jaune ici, ceux qui sont associés au développement des cancers du col de l'utérus, c'est un cancer anogénitaux, mais quand même quelques virus associés aux verrues cutanées, quelques genres, ou quelques espèces et types. Ici, les virus, les bêta-papillomavirus, eux associés à la maladie dont je vous parlerai pas mal tout à l'heure, l'épidermolyse falciforme, et puis les gamma-papillomavirus, les nu-papillomavirus et les mu-papillomavirus qui donnent des verrues, en particulier les mu-CHPV1, sont les verrues plantaires profondes, celles que vous attrapez à la piscine. Donc ce sont des virus que vous avez sûrement rencontrés, mais vous allez le voir dans un instant. Bon. Alors un mot sur l'organisation génétique. J'y reviendrai aussi, mais bon, c'est un cercle qui est interrompu. En amont de toute la région codante, il y a une région de régulation qui fait environ 1 kb, dont j'aurais dû montrer le détail. On y trouve l'origine de la réplication, des sites de fixation de la protéine E2, qui est une protéine de transrégulation de l'expression du génome viral, et puis des sites de fixation de facteurs de transcription cellulaire très banaux, en généralement des familles de facteurs de transcription, AP1, NF1, ou alors d'autres comme SP1. Et c'est plutôt la combinatoire de ces facteurs membres de famille, comme AP1, qui varie en fonction de la différenciation des kératinocytes, qui va expliquer que dans certaines cellules comme les cellules basales, certains gènes sont exprimés comme à partir de ce promoteur, ou que d'autres gènes, les gènes de protéines tardives, ne sont exprimés que dans les cellules qui se différencient. Alors c'est déjà une des raisons de la grande spécificité de ces virus pour les kératinocytes, c'est donc la liaison entre leur transcription et l'état de différenciation de la cellule. Alors rapidement, parce que j'y viendrai, des gènes qui sont impliqués dans l'interaction avec la régulation du cycle cellulaire, un gène impliqué dans la réplication de l'ADN viral, qui n'est pas une polymérase, mais qui attire le complexe de réplication, E2 que j'ai évoqué, qui régule l'expression des gènes, mais aussi se lie à E2 pour l'amener à l'origine de réplication, qui joue aussi un rôle dans la partition des chromosomes viraux dans les cellules qui se divisent en se liant à une protéine des centromères, et puis la protéine 5, dont je vous parlerai par la suite parce qu'elle est très méconnue, mais c'est une protéine extrêmement intéressante, et puis les deux protéines L1 et L2, constituant majeure d'acapide, constituant mineure d'acapide. Voilà, je vous en ai parlé plus longtemps que je ne voulais. Alors ça, vous l'avez déjà vu, c'est la peau. Alors j'attirerai peut-être l'attention sur le fait qu'il y a aussi des terminaisons nerveuses, Philippe. C'est le toucher, le tact. Et il y a aussi dans l'épiderme des cellules de Merkel, qui sont des cellules neuroendocrines, qui elles-mêmes sont en contact avec des terminaisons nerveuses qui traversent la membrane basale. Et ça veut dire qu'il y a probablement aussi des neurotransmetteurs qui viennent ajouter à la complexité des interactions, des dialogues entre cellules épithéliales, cellules dendritiques, entre le derme et l'épiderme. Donc c'est simplement... Et puis il y a aussi dans les capillaires des cellules endothéliales qui jouent un très grand rôle dans les réactions immunitaires. Ça, vous l'avez vu aussi, mais bon, que simplement, ça met un nom peut-être sur des choses. Bon, vous retrouvez les cellules épineuses, vous pouvez Edric, selon le... Bon, j'ai gardé le latin pour cornéum, et vous voyez que finalement, en reposant sur la basale, bon, vous avez déjà dit ça, ce qui est important pour nous, c'est que l'acide basale sont des cellules qui se divisent, mais qu'une première manifestation de la différenciation, c'est le blocage des cellules en G2. Les cellules arrêtent de synthétiser l'ADN, elles arrêtent de faire des kératines 15, 14, elles font de nouvelles kératines 11 et 10, elles commencent à faire de l'involucrine dont Philippe a parlé, puis ensuite elles vont faire les constituants de ces cornéocytes qu'unissent, qui sont entourés d'une enveloppe très rigide, formée de l'orécrine, d'involucrine, à l'intérieur duquel il y a des faisceaux de kératine enrobés dans la filagrine. La filagrine, c'est ce qu'on trouve dans les granules, et puis ce ciment lipidique qui s'est formé par extrusion de ces corps lamellaires
avec les céramides, le cholestérol, les acides gras, tout ça, Philippe vous l'a dit, mais c'est dans ce contexte-là que la vie des papillomavirus existe. Là, je fais diviser les cellules, là, j'utilise la machinerie de transcription de la cellule pour expliquer mon ADN et pour faire mes protéines de capside, et pour finir, pour me former à la surface. Alors, c'est là où le bas blesse, c'est qu'on vous a parlé de... Bon, ben là, on aurait pu continuer jusqu'à la vulve, passer vers la peau, on a vu que nous sommes. C'est qu'on a du col à la peau. Et voici donc le col de l'utérus, le corps de l'utérus, le col de l'utérus, le vagin. Et voici l'épithélium. Et vous voyez qu'on change de genre. L'épithélium du glandocole, c'est un tube glandulaire. Et puis ici, il y a une zone de transition à peu près à la limite entre l'exo et l'endocole. Et on a ici un épithélium qui est plus ratifié, mais qui ne kératinise pas. Donc les papillomavirus, certains aiment bien ça, mais pas tous. Et alors là, on a du mucus, on a une flore bactérienne particulière, le lactobacille. On pourrait aussi discuter de choses dont je ne parlerai pas. Mais vous voyez que le problème n'est pas simple. Et ici, même chose. Alors j'aurais pu prendre le prépuce, ça ressemble à ça. Mais le gland, c'est un épithélium qui kératinise. Et puis, ils aiment bien aussi la muqueuse anale. Et puis, bon, en particulier, la jonction entre la muqueuse rectale qui est unicellulaire et la muqueuse anale qui est pluristratifiée mais qui ne kératinise pas. Donc vous voyez, étant donné la stricte... excusez-moi monsieur, mais je reste pas en place. Étant donné vraiment la stricte adaptation de ces virus à un épithélium pluristratifié, vous comprenez que quand on leur présente toutes ces conditions-là, ben, il y en a qui sont adaptés à ça et d'autres à autre chose. C'est pour ça que j'étais effrayé que Philippe veuille que je parle de tout ça, parce que... voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire que, bien, ça c'est une verrue plantaire, l'épicine, HPV1, vous le connaissez, ça c'est une verrue vulgaire. C'est ce virus, cette malade qui m'avait permis de montrer qu'il y avait au moins 2 papillomavirus il y a presque 35 ans, HPV2. Bon, ça, ce sont les verrues génitales, les condylomes génitaux, une des maladies sexuellement transmissibles virales les plus fréquentes. Ça, c'est l'épidermodysplasie ursiforme. Ici, ce sont des macules, des taches pigmentées. Elles pourraient être dépigmentées et faire penser au pityriasis versicolore du apitosporum dont on a parlé. Et puis ça, c'est ce que l'on voit dans les frottiges, 2% des femmes, des jeunes femmes, des teenagers, et ces cellules-là, les coïlocytes, marquent l'infection par les papillomavirus génitaux. Quand on va voir au niveau du col, par application acétique, on voit une zone qui blanchisse, et c'est là que se trouve, c'est parmi ces lésions que se trouvent les précurseurs des cancers du col utérus, les néoplasies intraépithéliales. Quand on s'intéresse aux partenaires, comme l'avait fait Rendo Barrasso il y a 25 ans à l'Institut Pasteur, on voit fréquemment des petites taches, des régions qu'on ne voit que si on met de l'acide acétique, qui s'avèrent être des micro-lésions à papillomavirus. Et puis, très curieusement, les mêmes virus entraînent un risque 10 fois moins grand de développer un cancer au niveau du pénis. Nous ne sommes pas égaux. Et puis, malheureusement, je ne sais pas si on voit bien, mais l'événement rare, c'est le cancer du col de l'utérus. Alors, il y a aussi un modèle animal que je veux mentionner, parce que ça a été vraiment le paradigme de l'étude de la carcinose virale chez les mammifères. C'est le virus du papillome de Chauve, décrit en 1933, qui a travaillé par Peter Rausch, l'homme du sarcome de race, qui a surtout travaillé le papillome de Chauve. Ce virus provoque chez le lapin domestique des verrues qui régressent, et toutes les virus régressent en même temps, et bon, c'est quelque chose que vous connaissez probablement certains d'entre vous pour les verrues cutanées. Et puis chez d'autres lapins, les virus persistent et se développent en cancer. Et à partir de l'étude de ce modèle, Rausch a vraiment posé les fondements de la carcinogénèse expérimentale, l'interaction de ces virus avec les cancérigènes chimiques. Voilà. Je montre ça parce que j'emprunterai à ce modèle quelques... Et ça, c'est simplement pour illustrer la liaison entre le cycle de vie de ces virus et la différenciation de tissus. Là, nous sommes au niveau du col de l'utérus. Nous sommes dans un épithélium pluristratifié, les cellules qui se différencient. Il s'agit d'hybridation in situ qui détecte 2 virus différents, 39 et 42. Bon, ça, c'est un artifice qui permet de marquer différemment les sons, d'avoir des couleurs différentes. Mais vous voyez que dans les deux cas, la réplication de l'ADN, l'accumulation de l'ADN viral
n'est observé que dans des cellules qui sont plus superficielles, qui se différencient avec la fameuse vacuole périnucléaire que vous avez vue sur les frottis. Mais l'ADN viral est dans ces cellules aussi, mais la méthode n'est pas assez sensible pour les détecter. Alors, les généralités sur les infections, alors je vous rappelle, 126 types identifiés, et au moins autant à encore identifier. Alors, nous ne sommes pas au bout de nos peines, et l'histoire n'est pas terminée. Ils sont très ubiquitaires au niveau de la peau et des muqueuses. Ils provoquent fréquemment des infections asymptomatiques, souvent transitoires. Les infections génitales des jeunes femmes que l'on détecte par méthode de biologie moléculaire, eh bien 90% guérissent spontanément en 2 ans. Les manifestations cliniques, quand elles surviennent, elles sont spécifiques. C'est ce que nous avions eu l'audace de proposer il y a plus de 30 ans. C'est-à-dire que selon le type, les lésions vont différer. C'est ainsi que les verrues cutanées sont provoquées par, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai déjà évoqué HPV1 pour les verrues plantaires, HPV2 pour les vulgaires, l'épidermodysplasie par les bêta-papillomavirus, les lésions anogénitales intraépithéliales par des virus, des alpha-papillomavirus. Donc vous voyez, ça traduit bien le fait que devant un tissu cible aussi variable, eh bien, les gens ont acquis une spécialisation. Eh bien, ces lésions-là régressent usuellement à la suite de réactions à médiation cellulaire, mais que ces virus aient ou non un potentiel oncogène. Autrement dit, là encore, nous savons nous défendre, pourtant nous verrons à un instant que nous avons beaucoup de mérite. Alors la progression vers le cancer est un élément rare. C'est le cas de certaines néoplasies intraépithéliales génitales, en particulier cervicales, associées à 2 espèces, HPV7 c'est HPV18, HPV9 c'est HPV16, ou l'épidermodysplasie falciforme, HPV1 c'est HPV5. Alors, la condition sine qua non, il faut que l'infection soit persistante et que les types soient potentiellement oncogènes. Dans ce cas-là, l'infection est une condition nécessaire, mais non suffisante. S'il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de cancer. Et s'il y a infection, ça ne suffit pas pour un cancer, puisque les infections peuvent régresser spontanément et les lésions peuvent également disparaître spontanément. C'est l'exception, mais malheureusement, ça survient. Alors, ça passe par des précurseurs intraépithéliaux de bas grade, de haut grade, où on a perte de progressivité de la différenciation, processus par étapes, et où les cofacteurs interviennent. Mais encore une fois, l'élément essentiel pour arriver au cancer, c'est l'infection par ces virus. Et alors, ça, c'est le problème qui est, si vous voulez, au centre de mes préoccupations et de cet exposé, même si je pourrais avoir des digressions, c'est qu'il y a une grande variabilité interindividuelle de la sensibilité à l'infection, ou bien on ne fait qu'une infection latente asymptomatique, ou bien on fait une infection clinique mais on guérit spontanément, ou bien les lésions persistent et on développe un cancer. Et les raisons, bon, la barrière se défend plus ou moins bien, et c'est ce qui nous intéresse. Alors, je viens d'évoquer les cancers. Je vous rappelle simplement que les cancers les plus fréquents sont au niveau du tractus génital laryngo-anal. Le cancer du col de l'utérus, c'est 500 000 nouveaux cas par an à l'échelle mondiale. C'est 260 000 morts par an, 80% dans les pays en voie de développement. Ça rend compte de 50% au moins des cancers du pénis, de la vulve et de l'anus. Au niveau de la tête et du cou, environ 25% des cancers de l'oropharynx sont liés à l'infection par les papillomavirus. Vous voyez, j'ai évoqué ici 7, 18, 31, 33, 45. Il y en a une quinzaine que l'on peut trouver associés à ces virus, mais il y en a 2 qui rendent compte, 16 et 18, de 70% des cancers. C'est cela qu'on retrouve au niveau des cancers de l'oropharynx. Pratiquement tous les cancers d'amygdale sont associés à une infection par un papillomavirus. Aux autres localisations, larynx, etc., c'est beaucoup moins fréquent, mais il y a des cas où le rôle étiologique n'est pas. Alors la peau. Ah, enfin. Eh bien, l'épidermodysplasie falciforme, 100% des cancers sont liés à l'infection par HPV5 ou des virus apparentés. Alors, la population générale ou les populations immunodéficientes, alors, il faut dire qu'en Australie, les cancers de la peau, basocellulaires, spinocellulaires, éventuellement mélanome, qui n'ont rien à voir avec ces virus, sont 3 fois plus fréquents que l'ensemble des autres cancers. Alors, trouver les virus qui seraient responsables de ces cancers, ça, évidemment, serait intéressant. Et il se trouve que la plupart de ces virus ont été d'abord isolés dans mon laboratoire, et je serais très fier que ces virus soient aussi intéressants. Eh bien, il y a des équipes, et pas mal en ce moment, qui cherchent à relier ces virus, les bêta-papillomavirus, aux
lésions précanceuses et cancéreuses de la peau en dehors de l'EV, mais je dois dire que les résultats pour l'instant sont très controversés et que personnellement, moi, je suis extrêmement disons que je ne suis pas convaincu, mais c'est un sujet chaud. Bon, alors maintenant, alors ça c'est, bon, vous verrez sous vos yeux le processus de carcinogèse génitale, l'endocole, la zone de transformation où brusquement l'épithélium décide de se donner naissance à un épithélium pluristratifié, mais qui n'est pas kératinisant, une lésion qui commence, une lésion de bas grade, avec déjà quand même des mitoses anormales, mais enfin avec une différenciation bien conservée. Et là, c'est l'hybridation in situ, où on détecte la réplication du HPV-16. Là, c'est une lésion, la différenciation est déjà bien perdue, mais quand même suffisante pour que le virus se réplique en surface. C'est une lésion de haut grade. Et là, c'est un cancer invasif. Et les points que vous voyez, ce sont des molécules d'ADN du HPV-16 à intégrer, car pour le HPV-16, l'intégration est pratiquement la règle. Donc là, il n'y a pas de problème pour chercher le virus. Alors, ayant dit cela, revenons un peu aux kératinocytes, qui est la cible des papillomavirus. Alors, je pense que kératinocytes, c'est à la fois les éléments de l'épiderme, mais des épithéliums pluristratifiés en général. Donc, kératinocytes, pour moi, c'est un sens large. Je dois dire que si Philippe a été très déçu de voir que l'épithélium ou la peau était très en retard par rapport à l'intestin, au gros intestin, en ce qui concerne la biologie, enfin, la mise en place d'immunité ou encore les microbiotes. Alors, si on compare maintenant la peau avec le col, le vagin, alors là, c'est encore un ordre de grandeur. Donc, on n'est pas très à l'aise. Les cellules souches, l'épithélium, ça va bien. Pour l'appareil, les muqueuses génitales, ça va moins bien. Donc, Philippe l'a déjà dit, je ne vais pas insister. Rappelez qu'effectivement, il sera responsable de l'homéostasie, de la cohésion et de la fonction de barrière de l'épithélium, qu'il contribue au système immunitaire cutané et muqueux en sécrétant et en répondant à des cytokines, chymokines, facteurs de croissance et peptides antimicrobiens. Donc, il y a un dialogue entre les kératinocytes et les éléments du système immunitaire, inné et adaptatif aussi après. Ce qui est très intéressant, c'est que l'homéostasie de l'épithélium dont Philippe a parlé est liée à la présence de cellules souches qui se définissent par des divisions peu fréquentes, par un auto-renouvellement. Vous avez vu, Philippe a montré une division asymétrique. Bon, là, une cellule de deux reste une cellule souche, l'autre va rentrer dans un processus qui engendre des cellules à potentiel de prolifération limitée, ce que les Anglais appellent transit amplifying cells, qui sont destinés à se différencier. Et tout ça, c'est sous le contrôle du micro-environnement qui décide quand les cellules souches vont se diviser et quand lesquelles vont se différencier. Et là-dedans, le virus est là et il est sous les ordres de tous ces boîtes de signalisation. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que les cellules souches sont les cibles vraisemblables du papillomavirus. Et nous verrons que finalement, on a évoqué le follicule pileux et le bulge, mais il y a vraisemblablement aussi des cellules souches résidentes dans l'épiderme interfolliculaire et aussi pour les glandes sébacées et peut-être d'autres, mais bien entendu, lorsqu'il faut, quand il y a un grand délabrement de la peau, les cellules souches des follicules pileux sont multipotentes et peuvent régénérer. Alors, ça, vous l'avez déjà vu, les cellules souches, les cellules qui se divisent de 4 ou 5 fois, qui donnent des cellules différenciées, ceci remis en perspective. Je n'entre pas en détail, mais toujours la même chose. Dès qu'on passe ici, on ne se divise plus, on ne synthétise plus l'ADN. Et voici le follicule pileux, voici le fameux, je vous l'ai déjà vu, mais il y a des cellules souches ici, il y a des cellules souches par ici, et puis quand celles-là sont abîmées, on peut les régénérer par rapport à ça, mais c'est surtout la fonction, c'est au moment du cycle du poil. Ah bon, décidément, je suis du cycle du poil. Quand il faut régénérer un poil, eh bien, c'est la source des cellules qui viennent au niveau de la papille dermique, la matrice qui sert à faire le poil, viennent de là. Bon, mais les papillomavirus aiment bien aussi ces cellules souches. Dès qu'il y a les cellules souches, ils aiment bien. Et vous verrez que tout à l'heure, si je voulais trouver des papillomavirus chez vous, la première chose que je ferais, je prendrais des cheveux. Et chez une personne sur deux, j'en trouverais. Bon, alors voilà.
Alors je vous remontre ça, mais je crois que vous avez tous compris, hein, l'agent de régulation, mais quand même, E6, E7, interaction avec le cycle, E1, E2, réplication, surrogation, E5, on en parlera plus tard, et les protéines de capside. Ceci est pour vous dire que, parlons un peu sur les virus intelligents, les papillomavirus. Et c'est résumé ici parce que les papillomavirus, ils ont des défis. Alors ça c'est indépendant de leur pouvoir oncogène. Je dirais que leur protection oncogène, ce n'est pas intelligent, ça, parce que tuer les gens, ça n'a jamais été extrêmement rentable. Par contre, eux, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est infecter une cellule qui se divise peu et stimuler sa prolifération, et se répliquer dans les cellules qui ne se divisent plus, les cellules qui se différencient. Et les stratégies de ces virus, c'est d'avoir des protéines virales qui interagissent avec des protéines cellulaires. Ces protéines virales, c'est E6, E7 et ce que j'appelle E5 et E8, car selon les virus, c'est E5 ou E8, ils ne sont pas localisés au même endroit, mais structurellement, ce sont des protéines très semblables. Pourquoi? Pour activer la machine de synthèse ADN, c'est-à-dire forcer les cellules à entrer en phase S et à progresser dans le cycle, et empêcher l'apoptose, parce que dès qu'on empêche une cellule, qu'on impose à une cellule une synthèse ADN, il y a des processus de sauvegarde qui se déclenchent, et la cellule entre un peu. Peut-être. Donc il faut faire une chose et empêcher les dommages que ça pourrait causer. Alors, nous voici donc, alors, pour admettre que vous êtes à la piscine, mais vous pouvez aussi imaginer que vous êtes dans votre lit, si vous voulez. Et pour que le virus infecte, il faut, et Philippe l'a dit, qu'il y ait une brèche. Et alors, là, c'est très sophistiqué parce que, et ça c'est tout récent, c'était montré il y a 1 ou 2 ans, ou même pour certains éléments cette année encore, le fameux virus avec sa protéine L1 et la protéine L2, mais qui n'est pas exposée, qui est au centre des capsomères. La première étape, on se fixe sur les héparansulfates, donc des protéoglycanes, ce qui entraîne un changement de conformation qui fait sortir un peu la protéine L2. Et il y a, lorsqu'il y a une brèche, il y a un tas de choses qui se passent, y compris l'expression de protéases de toutes sortes, et en particulier la furine, qui va cliver l'extrémité N-terminale de L2. Et à ce moment-là, le virus pourra infecter le kératinocyte, à interagir avec un récepteur que l'on ne connaît pas encore. Vous voyez. Alors, le virus tout seul, lui, il ne peut rien faire. Donc vous voyez quand même que c'est quand même une partie de son épithéotropisme d'avoir un mode aussi compliqué, d'être obligé d'interagir avec la membrane basale, ensuite d'être clivé parce qu'il y a une blessure et ensuite d'aller infecter un récepteur. Donc, et ça, alors ensuite, c'est la suite du processus. Là, j'étais dans la peau, là, je suis dans le col. Et vous voyez que, il y a une séquence dans l'expression des gènes viraux, E5, E6, E7. J'ai évoqué ces interactions avec le cycle. 1 et 2, c'est la réplication et la partition. Puis on a toujours besoin de tout ce qui permet à la cellule pour l'obliger à faire de l'ADN. Et ça aboutit à l'amplification de l'ADN viral. Là, il y a à peu près 20-40 copies par cellule. Là, il y en a des milliers. La synthèse des protéines de capside L2, tout ça pendant la migration des cellules à la surface. L'assemblage des virions se fait juste à la transition entre le granulosome et le cornéum. Et puis les cellules cornées sont bourrées de virus. Et par contact aimable ou indirect, on s'infecte. Voilà. Alors, la plus belle démonstration, alors je ne sais pas si c'est très joli vu d'en face, vu de côté, ça n'est pas terrible, mais c'est un travail récent, mais qui remonte à des travaux, c'est une période qui a débuté il y a plus de 15 ans, c'est que l'on peut, je disais qu'on ne cultive pas des papillomavirus dans le milieu usuel, c'est-à-dire qu'on vient infecter des cellules de singe, il ne passe rien, ou même des cellules de reste humain. Mais si vous cultivez des kératinocytes primaires sur un substrat plastique, mais qu'après vous les preniez, vous les mettiez en culture sans les infecter ou les infectant, comme dans le cas d'ici par HPV-18, ou les transfecter par l'ADN du virus, sur un équivalent de derme, et là ce sont les fibroblastes humains incluant le collagène. En premier temps, vous les laissez se fixer dans le milieu
et commençaient à s'étaler, à se développer. Puis ensuite, vous les mettez à l'interface entre le milieu et l'air, et vous avez reconstitué la peau. Et bien dans ce cas-là, vous avez la reproduction du cycle. Là, vous avez HPI-18, le témoin, la culture infectée. Vous voyez qu'il y a une hyperplasie, puis il y a déjà les bourgeons qui s'en vont. Là, vous marquez l'ADN par le BRDU, pour déoxyuridine. Il n'y a que des cellules basales dans le témoin, mais il y a des cellules partout marquées qui font l'ADN partout dans la culture. Là, vous recherchez l'ADN du HPI-18 dans le témoin, vous n'en avez pas, mais vous le trouvez dans les cellules superficielles dans la culture, et vous cherchez l'antigène de capside, et vous le trouvez dans l'équivalent du stratum corneum de cette culture. Donc, vous voyez, c'est la meilleure façon de démontrer le lien entre différenciation de l'épiderme et répression des fonctions virales. Alors, je marque ici, on a affaire à un virus génital, HPI-18, et là, ça ressemble curieusement à de la peau. Mais enfin, disons, ce n'est pas un épithélium génital. Mais enfin, on n'est pas non plus in vivo ici. Alors, le grand défaut de cette technique-là, c'est que, bien entendu, les cellules sont complètement soustraites au micro-environnement qui régule la division des cellules souches in vivo, et que finalement, si vous voulez comprendre, si vous supposez que l'événement initial, c'est de mettre en branle les cellules souches, ben vous avez déjà fait le travail, là, vous avez tout séparé et elles poussent. Et c'est pour ça que je me permettrai de vous parler d'une protéine qui s'appelle E5-8, que l'on avait jusqu'à présent travaillé que dans des conditions-là, et dont on ne comprenait pas bien l'intérêt. Mais enfin, c'est très joli, ça. Hein. Et alors, j'aurais pu vous montrer des virions, parce que il y a vraiment une production de virus. Et ça, c'est simplement pour vous dire que, bon, je voulais parler d'infection latente. Très curieusement, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Il y a probablement 10 à 20 copies de génome viral par cellule. Et le minimum, c'est E1, qui se fixe sur l'engine de réplication, qui attire le complexe de réplication, et E2 qui aide ceci, mais qui aussi permet, au bout de la partition des chromosomes de chaque cellule, d'avoir sa copie du génome viral. Et puis ensuite, il y a, mais le niveau d'expression est très bas, il y a ensuite le passage vers la lésion, et vous voyez que, en général, le niveau d'expression de tous, E1, E2, E5, E6, E7 est faible, et puis, lorsque ça migre à la surface, il y a une surexpression de ces protéines, et on aboutit à la formation du virion. Et là, simplement, la transition vers le cancer, l'événement rare, et là, vraiment, le E6 et E7 qui sont au centre du processus s'expriment abondamment, mais ça, c'est plus physique. Alors, Philippe vous a montré ça, parce que tout ça, ça se passe dans ce contexte-là. Le virus, vous voyez, c'est gentil, il y a une brèche, là, Philippe a évoqué toutes les insultes, tous les signaux de danger que la peau, les kératinocytes et les cellules. Je n'entre pas dans le détail, sinon que... Alors, les cellules endothéliales des capillaires ne sont pas là, pourtant c'est vraiment un composant important de la réponse immune, puisque c'est là que, en particulier, l'adressage des lymphocytes T à la peau exprime, je suppose, l'expression d'un certain nombre de... Alors, un mot simplement sur la régression. Et là, le modèle animal le permet bien de le voir. Et je trouve que dans mon laboratoire, Jérôme Salbon et Françoise qui est là, ont montré qu'en fait, les virus du lapin, il y a deux virus du lapin, deux sous-types, A et B, moins de 90%, plus de 90% de différence, mais beaucoup de différence quand même, A et B, et aussi de montrer qu'il y a, selon les lapins, il y a des lapins qui rejettent les deux virus et des lapins qui gardent les deux virus, puis il y a des lapins qui rejettent l'un et pas l'autre, ce qui est vraiment un phénomène intéressant. Et là, c'est ce que vous voyez ici. Bon, c'est un lapin extrêmement caractérisé sur le plan, enfin, il a fallu établir des haplotypes étendus, séquencés, clonés, séquencés. Après, ce sont des allèles très différents. On a vraiment affaire des lapins, des familles de lapins très différentes, dans la capacité de présenter les antigènes aux lymphocytes par l'antigène de classe 1 ou l'antigène de classe 2. Et ce que vous voyez ici, un phénotype persisteur où on a transfecté le A et le B, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et ça persiste. Et ça donnera des cancers plus souvent là que là d'ailleurs. Et là, bon, l'histoire commence de la même manière, et puis A, B, A, tiens là ça commence, et là, hop, et là il n'y a plus que le A.
Et donc, ce malade fera des cancers, mais ce lapin, mais il n'y aura pas de cancer au B, il y aura des cancers par le A. Et alors, c'est intéressant parce que chez la femme, on sait, enfin, pour HPV-16, on sait qu'il y a des variants qui sont associés à un risque 10 fois plus élevé de persistance et de progression. Donc, ça, c'est l'objectivation d'un phénomène. Et je vous montre simplement, pour vous montrer chez le même lapin, ce qui se passe pour le virus B. Et vous voyez ici, au moment de la régression, c'est un filtrat massif de lymphocytes T, c'est les 4+, ou de lymphocytes T, c'est les 8+, cytotoxiques. Puis ça, ici, puis là, 4 semaines après, pour les lapins provoqués par les verrues du même lapin associés, là, c'est du bruit de fond, il n'y a rien. Aucun infiltrat, ou pratiquement pas d'infiltrat. Donc là, la régression, c'est quelque chose qui a à faire avec la mise en place de la réponse adaptative qui va conduire à l'élimination par des mécanismes qui sont par des cellules cytolytiques T ou par les lymphocytes T4 et les macrophages activés. Enfin, c'est assez... Bon, alors justement, c'est curieux, j'ai l'impression que j'ai passé un diapo, parce que j'avais un... Ah, ben c'est ce diapo que j'ai passé, je me disais qu'il y avait ce diapo... oui, en fait, tout ça, c'était pour illustrer ceci. Et pour dire que finalement, on est quand même très ignorant. Ce sont des virus qui sont, dont ce que tout vient de vous dire d'eux, c'est peu favorable à une réponse immunitaire. Bon, l'épithélium n'est pas vascularisé, Philippe l'a souligné. Les protéines virales s'expriment faiblement dans les cellules basales. Donc, et puis, ce sont des virus non lytiques qui vont, vous avez vu, ils se forment au cours de la migration, et puis ils sont éliminés non pas sous forme de virus, sous forme d'une enveloppe cornée qui contient des particules virales. Donc tout ça, c'est pas très. Alors en plus, on pourrait dire qu'ils infectent un des constituants du système immunitaire cutané, le kératinocyte, et bon, le sida montre bien que lorsqu'une cellule immunitaire est infectée par un virus, en général, c'est pas bon pour la réponse immunitaire. Alors, pour nous résumer, les réponses humorales sont inconstantes et faibles aux protéines de capsid L2. C'est cette réponse qu'on veut solliciter lorsqu'on fait la fameuse vaccination dont on parle dans les journaux, Gardasil, Cervarix. Et les oncoprotéines 6 et 7, les anticorps contre ces protéines ne sont vraiment détectables que chez les patients atteints de cancer, et d'autant plus facilement que le cancer est développé. C'est donc pas quelque chose qui joue un rôle, ça ne joue pas un rôle dans la régression ou dans la guérison des lésions. Par contre, la réponse à la médiation cellulaire inéospécifique sont, elles, clairement impliquées dans la régression, ce que objective la grande fréquence des infections chez les patients immunodéprimés ou immunosupprimés, iatrogènes, acquises ou génétiques. Ces réponses sont encore mal comprises, malheureusement. Alors les acteurs, bien, vous les avez vu défiler. Alors, mais il y a deux problèmes en fait. Il y a la guérison de l'infection latente, là on s'arrête et on ne fait pas de maladie, et puis la régression des lésions, on fait une maladie mais elle disparaît spontanément. Donc il faut, et c'est probablement important sur le plan. Les acteurs, vous les connaissez, kératinocytes, cellules immunité innée, Philippe vous les a montrés, les différentes populations de lymphocytes T, avec, lorsque ça persiste bien entendu, les lymphocytes T, des suppresseurs, régulateurs. Lorsque ça se passe bien, une réponse de type TH1. Les cibles, les protéines virales précoces, celles qui sont exprimées dans les cellules basales, mais ce ne sont pas uniquement les cibles, ce sont aussi des agents de subversion, parce qu'elles interfèrent, en particulier pour les virus oncogènes, avec la production et les voies de stimulation des interférons de type 1. Voilà les larmes, là, les peptides antimicrobiens sont de peu d'utilité. Là, l'arme, ce sont les interférons. Et il y a aussi, parmi les cellules immunité innées, les cellules dendrites plasmatoïdes qui sont les premières à arriver lorsqu'il y a une blessure de la peau. C'est très intéressant. Et puis, il y a aussi un effet de l'expression du génome viral sur l'expression des antigènes du MHC, ceux qui présentent les antigènes viraux, ou ceux qui aux lymphocytes T, CD4+, et des visibles. Donc vous voyez, mais enfin, le résultat c'est quand même que la plupart des gens guérissent leur infection latente et que la plupart des gens qui ont des lésions guérissent spontanément. Donc c'est pas aussi dramatique que ça, mais quand ça marche, on ne connaît pas très bien les mécanismes. Et alors, là encore, je reviens à ma marotte, il y a des variations individuelles ou interindividuelles très importantes dans la capacité
à s'opposer à cette infection. Alors, bien entendu, il y a tous les patients immunodéficiés que j'ai évoqués, immunodéficitaires, mais il y a probablement des polymorphismes génétiques qui font que telle ou telle cytokine, telle ou telle protéine est plus ou moins exprimée. Le répertoire des cellules T varie chez les uns et chez les autres. Et puis, il peut y avoir des trous dans l'immunité. Il y a peut-être des points de régulation importantes pour lesquels il y a, par exemple, une mutation qui inactive la protéine, donc d'origine génétique, toutes des choses que l'on ne comprend pas bien, mais j'essaierai dans un instant de vous montrer comment on peut commencer à comprendre, et avec des surprises d'ailleurs. Bon, alors, je ne vais pas vous remontrer ça, vous l'avez vu, donc vous comprenez. Et bon, pour ne pas vous laisser, je ne sais pas si vous êtes réellement sur votre faim, mais bien que ce ne soit pas spécifiquement un problème lié à la peau, mais quand même ce sont ces virus qui infectent l'épithélium et qui ne peuvent faire que ça. Quand il y a un cancer, c'est une propriété spécifique, donc aux protéines E6 et E7 qui est en cause. Quand il s'agit du HPV16, du HPV18 ou de la quinzaine de virus qu'on peut trouver associés au cancer du col ou du pénis, ces virus sont capables d'immortaliser des kératinocytes humains ex vivo. Et les protéines E6 et E7 de ces virus interagissent avec des cibles cellulaires spécifiques. La protéine E6 interagit avec la protéine P53 par l'intermédiaire d'un complexe avec cette protéine du 6AP, entraîne la dégradation de la P53. Même chose pour BAX, anti-apoptotique, même chose pour IRF3 ou TIG2, qui sont des protéines de réponse à interférons ou de production d'interférons. E7, la cible majeure, c'est la protéine du rétinoblastome et c'est la famille des protéines RB qui, vous le savez, joue un rôle central dans le contrôle de la phase S. Normalement, il y a un complexe PRB-E2F, une famille de facteurs de transcription. Ces facteurs de transcription, lorsqu'ils sont libérés, transcrivent beaucoup des gènes impliqués dans la synthèse de l'ADN. Eh bien, E7, ce complexe dégrade PRB et E2F est libéré. P21, c'est un inhibiteur du cycle qui est également inhibé par E7. Il y a des cyclines qui sont activées. IRF9, c'est encore un gène de la réponse immune. Donc, vous voyez, il y a des petits points. On pourrait multiplier les cibles de ces virus. C'est un processus vraiment très complexe, mais les pierres angulaires. Et alors ensuite, bien, ces virus, en fait, tous les papillomavirus ont à interagir avec des protéines qui règlent le cycle cellulaire ou l'apoptose. Mais ces virus-là, qui sont oncogènes, en font un peu plus. Et en plus d'induire la progression dans le cycle cellulaire, ils induisent une instabilité génomique, des anomalies chromosomiques et une subversion de la réponse immunitaire innée qui font que la persistance apparaît parfois et que la progression vers le cancer apparaît. Et puis, bon, cette instabilité génétique conduit à une activation ou l'activation de gènes cellulaires qui sont mis en jeu dans la progression tumorale, vous le comprenez aisément. Bon, ça simplement, le cycle cellulaire, la phase S, la phase G1, la phase G0 dans laquelle les cellules restent quiescentes, et la régulation de cette transition-là par cette fameuse protéine E2F qui contrôle l'expression des gènes en phase S. Je viens de l'expliquer, le complexe E7-PRB1 qui libère E2F. La réaction qui est d'exprimer la P53 qui, elle, va amener la cellule en arrêt de division par cet inhibiteur de kinase ou vers l'apoptose, eh bien, la protéine E6 entraîne la dégradation de la P53, ce qui fait que ce bloc est levé, et on peut entrer en phase S, en G2, en M, etc., etc. Et puis, comme je viens de le dire, comme ce sont des protéines qui ont des cibles multiples, des cibles qui sont particulièrement importantes, on va vers le cancer. Bon, ceci étant dit, revenons maintenant à notre peau, à nos défenses cutanées et à nos virus. Puisqu'il y a une grande variabilité interindividuelle de la réponse, il y a probablement des facteurs génétiques derrière qui sont responsables de cela, encore une fois de l'infection asymptomatique au cancer. Et on peut faire l'hypothèse que la sensibilité ou la résistance aux infections et aux maladies sont liées à des polymorphismes alléliques ou à les mutations de gènes de l'autre qui contrôlent, alors bien entendu, l'expression ou l'activité de protéines virales. On a vu 1, 2, 6, 7, 6, 7. Il y a beaucoup d'interacteurs, et selon que l'interaction se fait ou ne se fait pas, on peut aller loin ou ne pas aller loin.
Ça conditionne donc la latence de la maladie. Mais il y a aussi très vraisemblablement beaucoup de ces facteurs génétiques qui conditionnent la réponse immunitaire, qui vont entraîner la guérison de l'infection, qui va entraîner la régression des lésions. Bon, la pression tumorale, c'est important, bien entendu, mais bon, l'immortalisation, la transformation, l'invasion, la métastase. Ça, c'est un élément du problème. L'autre, c'est bien entendu la grande diversité des papillomavirus et les variations intratypiques qui font que ce qui est vrai pour le virus 1 n'est pas vrai pour le virus 2 et qu'on ne peut pas donc donner des lois générales. D'ailleurs, je vais tout de suite passer au particulier d'ailleurs. Et simplement, puisque j'ai parlé du cancer du col utérin pour vous montrer à quel point on en est, c'est-à-dire pas très loin, les choses les plus cohérentes, qui ont été d'ailleurs faites à peu près en même temps au début de nos travaux sur le lapin, ça a été de montrer qu'il y a une association positive ou négative de certains allèles ou haplotypes des gènes de classe 1 ou de classe 2 au cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire que ça traduit que nous sommes inégaux dans notre capacité de présenter efficacement lymphocyte T4 ou T8 des peptides antigéniques. C'est ce que vous avez vu exprimer chez le lapin. Bon, le gène, la P53 dont je viens de dire qu'il était protéolysé par son interaction avec E6, eh bien, il y a un tas d'études qui ont cherché à montrer que le variant arginine 112 était plus sensible à la dégradation que le variant proline, donc ça correspondait à un risque de progression vers le cancer, mais là, il y a beaucoup d'études et les résultats sont équivoques. Alors, il y a maintenant des gens qui sont intéressés plus précisément à la réponse immune, qui ont pris des gènes candidats, interleukine 10, TNF, récepteur d'interleukine 4, CCR2 qui doit être le récepteur de MCP1, je crois, FAS ligand, etc., et qui ont pris des polymorphismes, des SNP qui correspondaient à des variations de l'activité des promoteurs, résultat inconstant. Et puis, puisque Philippe avait évoqué le microbiome, la métagénomique sans application au microbiome cutané, eh bien, les Wide Genome Association, les études d'association à l'échelle du génome de marqueurs de polymorphisme avec la persistance d'une part et la progression vers le cancer d'autre part ne font que commencer. Et vous voyez les deux, alors vous voyez, 2009-2010. Hein, donc, ce sont des études d'association avec des marqueurs de gènes candidats. Là encore, gènes candidats, de la réponse immunitaire, de la réparation de l'ADN, risque de transformation ou de l'infection virale. Ce sont des études cas témoins. Ça se passe au Costa Rica dans une population qui est très bien identifiée. La première étude, c'est 49 gènes. Bon, il y a quelques résultats, en particulier un polymorphisme DLF3, tu vois, la réponse à l'interféron, la production d'interféron et la persistance d'infection. FANCA est un gène de réparation de l'ADN de risque de cancer. La deuxième étude, c'est 305 gènes, beaucoup plus de SNP, mais enfin maintenant on travaille des centaines de milliers de SNP, ça paraît ridicule. Et on a montré qu'il y avait certains gènes, certaines régions étaient liées à la progression vers le cancer. OAS3, c'est un gène de réponse à l'interféron. SULF1, c'est la synthèse des paransulfates, ça ne vous étonne pas. Il y a l'interféron gamma, etc., etc. Donc vous voyez qu'on en est vraiment au début. Et donc, n'attendez pas de moi que je vous dise des choses très précises. Et puis, on ne risque pas d'avoir des questions originales puisqu'on pose des questions à partir de ce qu'on sait. Et je ne sais pas. Alors, bon, je pense que des études à l'échelle génomique sont en cours. Alors, il y a quelques réponses qu'on peut tirer quand même de maladies mendéliennes. Et je m'insisterai, je parlerai de celle-là. Oui, il est tard, hein, je m'arrête. Oui, ben. Simplement, il y a un syndrome, le syndrome de WIM, avec une mutation dans ce récepteur de chymokine, où les enfants sont sensibles très tôt aux virus cutanés et génitaux. Donc ça veut dire que cette voie de signalisation est importante. Il y a des transplantés, il y a des malades, des enfants atteints de déficit immunitaire combiné sévère qui développent longtemps après la greffe des lésions cutanées à papillomavirus, et en particulier, vous verrez dans l'instant lequel. Et ce sont ceux qui ont une mutation dans le gène du récepteur commun de l'IL2 et dans JAK3 qui est dans la voie de signalisation par ce récepteur. Et puis l'épidermodysplasiforme, là, il faudra que j'aille très vite parce que c'est ce dont j'aurais aimé vous parler si mon titre ne m'avait pas entraîné vers le col de l'utérus. Alors voilà, c'est simplement un exemple de déficience en JAK3. Cet enfant a développé, 14 ans après la greffe, ce type de lésion qui est extrêmement rare. Je veux dire que
en dehors de l'épidermolyse falciforme, et sur 8 des enfants, 5 avaient ce type de lésion. Là, vous avez des verrues vulgaires banales. Ce qui veut dire que la voie de signalisation par gamma-C, JAK3, probablement dans les kératinocytes, parce que les enfants avaient une reconstitution d'immunité normale, doit jouer un rôle important dans la lutte contre ces virus. Mais la meilleure façon de le savoir, c'est d'étudier cette maladie, qui est l'épidermolyse falciforme, les cancers cutanés, et ici, c'est les lésions maculeuses très spécifiques de la maladie. Ça, c'est le malade dans lequel, dans ce cancer-là, c'est le premier cancer dans lequel un virus était bien évident, en tout cas un papillomavirus, c'était il y a plus de 30 ans, et c'était HPV5, c'est un malade travaillé en collaboration avec le professeur Jablonska. Alors, bon, le phénotype, je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est une maladie autonomique récessive, ça débute dans l'enfance, les lésions, vous venez de les voir, macule vériplane, transformation maligne à peu près 20 ans après le début de la maladie, dans des sites exposés au soleil en général, pas de phénotype immunologique manifeste, pas de prédisposition à d'autres infections en général, des anomalies fréquentes de l'immunité cellulaire que l'on détecte parce qu'on les cherche par des tests in vitro, qui sont anormaux chez les impatients, ou par l'allergie à des tests cutanés chez la plupart des patients, mais encore une fois, il faut le faire pour s'en rendre compte. L'immunité spécifique a été peu étudiée, les travaux anciens qui suggèrent une non-réponse des cellules T, des cellules NK aux HEW, mais ceci mériterait d'être fait. Alors, le phénotype virologique est intéressant. C'est clairement une maladie qui se définit comme une prédisposition à l'infection par les bêta-papillomavirus, virus ubiquitaires, mais en général non pathogènes. La progression du cancer, c'est certains de ces virus, et essentiellement HPV5. Ces virus se répliquent abondamment dans les lésions bénignes. Les cancers contiennent des copies nombreuses de l'ADN viral, et des transcrits viraux abondants de E6 et E7. Les malades présentant des cancers, dont la plupart d'entre eux font des anticorps contre E6 et E7. Et ça nous rappelle tout à fait ce qu'on pourrait dire avec le cancer du col. Et en plus, les mutations du gène P53 qu'on trouve dans ces lésions précancéreuses et cancéreuses indiquent qu'il y a une synergie entre le virus et les bêta-papillomavirus, ils sont là, vous vous rappelez sûrement. Alors, simplement, ça c'est Variation in situ qui montre, je viens de vous dire. Alors, ce qui est intéressant et qui va me permettre de parler de commensalisme, parce que dans le cas des virus, c'est vraiment pas une notion courante, c'est la restriction à l'infection par les bêta-papillomavirus en dehors des malades que je viens de vous voir, et une maladie rare. Bon, il y a à peu près une quarantaine de types de bêta-papillomavirus connus, dans 5 espèces. D'autres restent à caractériser. Tous ces virus produisent des infections asymptomatiques ubiquitaires qu'on détecte par des tests très sensibles de PCR. Elles sont acquises très tôt dans l'enfance, probablement dans les heures ou les jours qui suivent la naissance. Et ces virus-là, on les trouve tellement fréquemment, très tôt. Ça a amené les gens qui ont fait ces observations-là à proposer que ces bêta-papillomavirus sont des virus commensaux de la peau humaine. Alors ça, c'est une notion qui n'est pas banale. Alors le débat, c'est est-ce que c'est vrai, l'innocuité de ces virus est réellement démontrée. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans l'immunosuppression, qui est un facteur qui favorise l'expression des maladies par ces virus, les phénocopies de V, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est extrêmement rare. Donc l'immunosuppression per se n'est pas suffisante. Alors il y a tous ces gens qui s'acharnent à chercher ces virus dans les précancers et cancers cutanés. Usuellement, on en trouve, et même que dans 90% des cancers des patients immunosupprimés, parce qu'on trouve généralement, c'est beaucoup moins d'une copie d'ADN viral par cellule. On ne trouve pas de type spécifique, donc pour associer, et on en trouve aussi dans la peau normale, donc pour associer ça à un processus de carcinogénèse, il faut faire des modèles, et pour l'instant, je n'ai pas encore été convaincu. Alors, une observation intéressante que nous avions faite une vingtaine d'années avec Mme Jablonska à Varsovie, c'est que les bêta-papillomavirus sont activés, et ceci c'est montré par l'apparition d'anticorps contre le HPV5, celui qu'on trouve dans le cancer, dans des maladies associées à une hyperprolifération de l'épiderme, le psoriasis, les maladies bulleuses, les bulleuses auto-immunes, pas de virgule. Et ça nous avait amené à faire l'hypothèse que finalement, l'hyperprolifération permet une expression partielle de ces virus ou une levée partielle de la réaction d'autres, mais
Mais peut-être que de réveiller ces virus, qui ont une capacité d'aider les cellules à se multiplier, peut-être que ça aide les cellules à se multiplier. Alors, dans le cas du psoriasis, c'est fâcheux. Dans le cas des brûlures, parce que j'aurais pu mettre aussi brûlure étendue, c'est peut-être de bon goût. Donc, vous voyez, là, on a limite. Bon, on peut. Alors, on aurait bien aimé dire aussi que ça participait à la pathogénèse du psoriasis, mais là, rien ne permet de le démontrer. Et alors, tout ça, pourquoi ? Parce que les papillomavirus, les bêta-papillomavirus sont vraisemblablement des virus défectifs. Et ça aussi, c'est une notion. Alors simplement, c'est rapidement fait. Vous avez vu déjà le HPV-16 plusieurs fois. Il a un gène E5 ici. Le HPV-1, c'est le virus plantaire profond. Il n'y a pas de gène E5 ici, mais il a un gène E8 dans un autre cas de lecture par rapport à E6. Et quand on compare les séquences et qu'on voit la structure des protéines, ce sont des petites protéines transmembranaires, très hydrophobes. Le lapin, il a aussi un E8, et les bêta-papillomavirus sont ni E8 ni E5. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment important d'avoir un 5 ou un 8 ? On peut se le demander. Et oui, parce que les gènes les E5 et E8 sont probablement des gènes essentiels. Bon, là, je rappelle ce que j'ai déjà dit, petite protéine hydrophobe membranaire. Le E5 du HPV-16, vous l'étudiez dans les conditions que j'ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire où vous cultivez les cellules épidermiques après avoir dissocié, un faible voire transformant, il stimule la volatilisation du récepteur d'EDF, et son rôle est mal compris dans le développement des cancers. D'ailleurs, il n'est pas exprimé dans les cancers, et on dit, bon, il contribue avec E6 et E7 à la production d'une lésion et à la production tumorale jusqu'à l'intégration, qui est en général inactive. Eh bien, pourquoi ceci j'insiste sur ce gène-là, c'est que nous avons pu montrer il y a quelques années, un thésard Mathieu Macher et Jérôme Salmon, que la protéine de 8 est essentielle, cruciale pour qu'une virus se développe dans le modèle du lapin cottontail dont je vous ai parlé. Et là, simplement, si vous inactivez la TG, donc les gènes sont dans deux phases de lecture différentes, si vous inactivez la TG sans modifier la lecture de 6, dans les deux sous-types du virus, et bien là, le virus sauvage, il s'agit de transfecter l'ADN, le virus sauvage, et ici, le virus muté. Donc pratiquement pas de lésions. Et les lésions que vous retrouvez à quelques semaines après, elles sont confluentes ici, et elles sont à croissance lente ici. Donc vraiment, ce gène, dont les propriétés sont ici analysées in vivo, dans un contexte où les cellules souches sont sous leur contrôle. Alors, la surprise ne s'est pas arrêtée là. Ça a été ensuite d'étudier l'interacteur de la protéine 8, de montrer que l'interacteur principal de cette protéine, c'est un transporteur de zinc, qui est un transporteur d'efflux, qui n'avait jamais été évoqué dans la pathogénèse virale ou dans la pathogénèse, même dans la cancérogénèse, et de montrer que cette propriété d'interagir avec ce transporteur était partagée par la protéine E5 de HPV-16. Et ce qui donnait des raisons de penser que les mécanismes pathogéniques de E8 et de E5 étaient similaires. Alors, E8 du CRPV comme E5 du HPV-16 augmente l'activité des facteurs de transmission AP1, qui est essentiel pour l'activité des papillomavirus et aussi pour la physiologie de l'épiderme. L'interaction entre E8 et NT1 est requise pour l'activation AP1 dont je viens de vous parler, par la voie de récepteur de GF. Donc, vous voyez, AP1, récepteur de GF, on est au centre de la physiologie du carcinocyte. Et alors, j'ai pris cet exemple-là, mais on peut dire de manière générale que l'interaction ZNT1, E5 ou E8 pourrait affecter diverses fonctions cellulaires et virales. Pourquoi ? Parce que le zinc est un constituant et intervient dans l'activité de nombreuses protéines cellulaires, facteurs de transcription, enzymes, signalisation, ou même virales, E6 et E7 sont des protéines à la boîte de zinc. Alors, tu nous as dit que la psorazine était inactivée par le zinc, mais là, je parle de l'aspect positif du zinc. Il a été montré au cours des dernières années que le zinc est un second messager comme le calcium, et dans des phénomènes biologiques importants. Et bon, je n'entre pas dans les détails, mais l'homéostasie du zinc est étroitement régulée, et la localisation subcellulaire dans les différents compartiments
par des transporteurs d'import ou d'export, par des protéines comme les métalloprotéines qui fixent réversiblement le zinc, et par un senseur de zinc qui est capable de transcription qui, lorsqu'il n'y a pas ou trop de zinc, induit la synthèse des protéines qui régulent l'équilibre entre les compartiments et l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'homéostasie du zinc est modulée par exemple de signaux, les PAMS, les motifs moléculaires qui permettent aux cellules dendritiques et d'autres cellules de reconnaître les agents pathogènes, des cytokines, des hormones, des antigènes, les mastocytes, l'oxydant, l'oxyde nitrique, les métaux lourds. Donc finalement, c'est là encore, dans le cas de la peau, vous avez vu tout à l'heure mentionné. Alors, simplement, et ça c'est la fin de mon message, c'est un défaut de l'homéostasie du zinc est-il impliqué dans la pathogénèse de l'EV, c'est-à-dire en fait dans la fonction de barrière de l'épiderme qui héberge les virus de l'EV, et quel gène cellulaire permettrait de compenser l'absence de la protéine virale 6 chez ces virus-là. Alors ça, c'est simplement l'histoire de la chose. C'est une qui commence en 1922. Et vous voyez que c'est important quand même, parce que finalement, l'EV est probablement la première immunodéficience primaire qui était décrite, c'est-à-dire bien avant la gamma-globine Bruton. Et puis, on arrive en 2000, où Nicolas Ramos, dans le laboratoire, montre l'hétérogénéité allélique de la forme autosomique récessive avec de l'OCI. 2002, avec l'identification des gènes EVER1 et EVER2 dans ce locus EV1. Et puis 2003, où M. Kurima a identifié une famille de gènes qui se trouvent comporter des transmembrane channel TMC EVER1 et EVER2, donc qui s'appellent EVER1 ou TMC6, EVER2 ou TMC8, peu importe. Mais dès le début, l'hypothèse qui a été faite, sans qu'on ne sache rien de ces protéines qui étaient de nouvelles protéines, qu'il peut s'agir de canaux ioniques, de transporteurs ou de molécules qui modifient l'activité. Alors, bon, je ne vais pas vous montrer ça. Vous me faites confiance. Les mutations des vers, inactivant les vers, on les a trouvées dans notre étude dans 31 sur 41% des cas, sur 15%. Les mutations ont une distribution mondiale, car nos patients étaient d'origine diverse. La pénétrance de la mutation est complète. D'autres mutations ont depuis été décrites par d'autres groupes aussi à travers le monde. Mais ce qui est important aussi, c'est que 25% des patients n'ont pas de mutation dans ces gènes, ce qui veut dire que cette maladie va nous réserver encore des... Bon, alors je me dispense de vous montrer ça aussi, et pour en arriver à ceci, les protéines EVER et l'homéostasie du zinc. Alors ce qu'on avait vu simplement par des études in silico au début, c'est que des protéines apparentées, EVER1 et EVER2, qui n'étaient pas connues en 2002, très conservées chez la souris, mais aussi chez la drosophile, l'anophèle et les Coelurabitys, et qu'elles sont localisées dans le réticulum. Et ce travail a été repris par mon successeur et élève Michel Favre et son groupe, qui ont montré qu'en fait, EVER1 et EVER2 forment un complexe, que ce complexe interagit avec le transfert de zinc ZNT1, mais comme c'est curieux, que les protéines EVER1 et ZNT1 exprimées ex vivo dans les kératinocytes affectent la distribution intrasphère du zinc, répriment l'expression des facteurs de transcription induits par le zinc, MTF1 qui est le fameux senseur du zinc, ou par les cytokines comme. Et ici, il s'agit de CJUN et ELK. CJUN, c'est un des deux constituants d'AP1. Et ensuite, lorsqu'on exprime E5 du HP16 dans ce contexte-là, on lève cette répression. Donc vous voyez ici reconstituer l'interaction entre E5 et E8, ZNT1 et les protéines EVER. Alors la conclusion de ce groupe a été que les protéines EVER participent à un complexe de transport du zinc qui régule la balance intracellulaire du zinc. Alors vous voyez que l'épiderme et la peau avaient quand même quelques surprises à nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire in fine? Je l'ai évoqué il y a un instant. L'EV serait donc une maladie due à un déficit immunitaire primaire d'une fonction immunitaire spécifique à la peau et à l'épiderme. Il faut expliquer l'abolition de la restriction à l'infection par les bêta-papillomavirus, il faut expliquer la persistance des lésions, et on peut faire deux hypothèses qui ne s'excluent pas habituellement, qui impliquent l'homéostasie du zinc, c'est-à-dire 75% des lésions, un déficit de l'immunité intrinsèque, qui est la première ligne de défense antivirale, alors que ce soit la peau, l'intestin, c'est-à-dire que ce sont des
des protéines qui sont là, qui n'ont pas été induites en réponse à l'infection et qui bloquent, Dieu merci, pas mal d'infections virales. Mais ça peut aussi être un déficit de l'immunité innée, la mise en place de l'immunité spécifique, ce sont des choses que j'ai développées dans des revues. Et alors, je veux simplement, bon, déficit d'immunité intrinsèque, c'est certain, mais ça amène à faire l'hypothèse que les protéines verts contribuent au contrôle de la division des cellules souches épidermiques en modulant l'homéostasie du zinc. Ça, c'est une chose qui va de soi avec l'hypothèse, et que les protéines verts agisseraient comme des facteurs de restriction dominants lors de l'infection par les papillomavirus, en particulier les bêta-papillomavirus. Dans le cas général, les protéines 5 et 8 lèveraient cette restriction lors de l'infection, provoquant la division des cellules souches et le déroulement d'une séquelle virale. Et c'est l'inactivation des protéines verts qui compenserait l'absence de 5 et 6 et qui permettrait le développement d'une lésion de V uniquement chez les patients qui ont des mutations. Et c'est redondant pour HPV-16 parce que les patients atteints de V ne sont pas plus sensibles à HPV-16 que vous et moi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de bloquer cette étape d'interaction avec les cellules souches. L'argument faire l'hypothèse, c'est l'histoire que je vous racontais tout à l'heure du psoriasis, des maladies bulleuses, où il y a une réparation, donc une stimulation permanente des cellules souches, donc le virus est à son aise. Et même parfois, chez les immunosupprimés, des co-infections. Aussi une chose que nous avions décrit il y a une vingtaine d'années, la réplication d'HPV, des bêta-papillomavirus dans des lésions en présence d'un autre virus, toujours en présence d'un autre virus, et probablement c'est une complémentation par la protéine 5. Et ça, c'est simplement, bon, c'est le schéma avec là ce qui se passe chez vous ou chez les hétérozygotes, infection latente 1 et 2, et là c'est ce qui se passe chez les malades où vous retrouvez l'expression de tout le. Alors, dernière hypothèse, et avant dernière diapositive, lever un déficit primaire d'immunité innée. Les gènes verts sont transcrits dans la peau, heureusement, mais aussi dans les lymphocytes B, T, sur le NK, sur le dendritique, sur l'endothélial. Ce qui est très important, il y a des travaux qui datent de 2, 3, 4 ans, mais qui sont très sérieux dans les meilleures revues, Nature Immunology, dans le Clinical Investigation, etc., ont montré que des variations de la concentration ou de la localisation de zinc participent à la réponse de diverses cellules immunitaires à des simulations. Par exemple, lorsqu'on simule une cellule dendritique de souris par le LPS, si on bloque une chute du flux du zinc cytovique, on bloque l'expression de molécules de classe 2. Un flux de zinc est nécessaire pour la dégranulation du mastocyte après fixation des IgE sur le récepteur à haute affinité. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est tout nouveau, mais qui donne beaucoup d'importance au zinc dans le fonctionnement du système immunitaire. Alors, des mutations inactivant les gènes verts pourraient affecter ainsi différentes étapes de la réponse immunitaire et conduire à la présence des lésions. Mais, je reviens au point de départ, les kératinocytes ont vraisemblablement un rôle central dans les réponses innées au bêta-papillomavirus et la mise en place d'immunité spécifique, parce que quand même, ils sont au centre du système immunitaire. Alors, pour finir, quelles sont les leçons tirées de l'épidermolyse falciforme, qui est une expérience de nature? Et les expériences de nature, en général, elles sont très bien faites, simplement il reste à comprendre. Ça a permis de montrer, de découvrir de nouveaux mécanismes inconnus de défense de la barrière cutanée contre des virus et aussi des nouvelles stratégies virales d'échappement, c'est E5 et E8. Alors, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues, parce qu'on n'a jamais personne demandé un contrat pour lâcher le rôle de l'OSI du zinc dans la résistance au virus ou la sensibilité, on n'a jamais eu le moindre centime. Alors, ces mécanismes-là dont je viens de parler sont redondants, puisque les patients interviewés ne sont pas particulièrement sensibles au HPV-16, j'ai évoqué ça il y a un instant. Ça prend une portée plus générale, parce qu'il y a des premières études qui sortent, qui montrent que les polymorphismes des vers sont associés à un risque accru de cancer de la peau, ou à un risque accru de progression vers le cancer vers le col de l'utérus. Ça, c'est le fameux travail de 2010. Vous voyez, donc, ça peut aussi entrer dans le cadre général de ce que je vous parlais tout à l'heure. L'hyperplasie épidurale orale, maladie de Heck, qui est mendélienne, qui est caractérisée par une sensibilité à deux génotypes qui sont des alpha-papillomavirus, proches des virus génitaux. Bon, ça serait une ouverture à la génétique de la sensibilité aux virus génitaux, mais c'est une maladie qui, malheureusement, n'est pas travaillée. Ils ont commencé à travailler, mais ce n'est pas facile. Et alors, il reste à tirer les leçons des cas de V, 25%, qui ne sont pas associés à une inactivation d'un gène vert. Je peux vous dire que
Nous avions décrit des locus EV2, le locus EV2, alors c'est un travail qui a été repris dans le laboratoire de Jean-Jean Cazeneuvac, le gène a été identifié très récemment, donc je ne peux pas vous en parler, mais là nous sommes maintenant non plus dans l'immunité intrinsèque ou innée, mais nous arrivons dans l'immunité adaptative avec des problèmes de migration, de maturation et de différenciation des lymphocytes, ce qui prouve que continuer à analyser ces expériences de nature, c'est répondre à des questions qu'on ne savait peut-être même pas poser. Alors bon, pour dire que simplement, ça ne vous étonnera pas qu'il fallait des patients pour travailler, qu'il fallait des chercheurs pour faire le travail, et moi pour raconter leur histoire, et puis des dermatologues pour trouver les malades, les rassembler, faire en sorte que les prélèvements de sang avaient un espasseur pour travailler. Je vous remercie et excusez-moi probablement d'avoir été long.